Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Le lien vous sera partagé à 1h30 ou à 2h avant l'heure, c'est-à-dire 12h, 14h. Mais le lien sera disponible à partir de 10h. Une fois connecté, nous aimerions apporter quelques éclaircissements pour le bon déroulement des cours. Désactiver le micro, parce que c'est Mme Soumaré qui va dérouler le cours, pas les étudiants. On désactive le micro, la caméra, et on reste dans un endroit calme pour éviter qu'on entende ce qui se passe là où vous êtes. Et je pense que les étudiants ont compris les règles que j'ai partagées. Et merci beaucoup. Je pense que nous allons poursuivre le cours. Nous allons poursuivre les macrophones avant maintenant de revenir au plan dans les villes. Honnêtement, pour revenir sur certains effets qui peuvent avoir comme la tournure, les données géographiques, les remparts sur la morphologie urbaine, par leur fonction symbolique, militaire ou autre, c'est des éléments aussi qui marquent la ville, ne serait-ce que surtout les villes anciennes, comme Tombouctou, Gao, les villes moyenâgeuses, la plupart étaient ceinturées par des remparts. Et ces remparts aussi ont des effets sur la morphologie urbaine. Ne serait-ce que ils enseignent les noyaux anciens de la ville et construisent souvent des noyaux à partir duquel les villes se sont développées. Nous avons aussi jeté un peu sur les aspects administratifs en montant déjà la frontière gano-togolaise qui montre comment ça agit comme effet déjà sur la forme de l'homme. Et ces limites administratives aussi, on le voit même sur la morphologie urbaine des villes sénégalaises. Par exemple, généralement les villes sénégalaises, c'est des communes, notamment les villes secondaires, sous des emprises assez resserrées, parfois 9 km², ou certaines agglomérations qui sont enserrées par des communes rurales, et ensuite les communes. Et avec les enjeux fonciers, les communes rurales prennent souvent le devant pour essayer de lotir les limites de la ville, pour au moins avoir une limite sur le processus. Et on a ces phénomènes-là que dans la plupart des villes, on a à Thiès, Thiès et Fandel, cette histoire qui a presque bloqué le développement de Thiès. Surtout au temps où ils avaient le ministre de la Défense très fort, qui avait du poids avec le gouvernement précédent. Donc la ville ne pouvait rien faire. C'est pareil comme pour el Malikonda. Saint-Louis et Gandon aussi, on a ces mêmes phénomènes. Et c'est des éléments aussi qui influent sur la forme urbaine, notamment à Mour, où on avait les phénomènes des Baïdek. Ça fait des villageois qui venaient vraiment s'installer dans les périphéries des villes, en attendant d'être intégrés dans la ville avec une forme urbaine assez désorganisée qui impacte sur l'extension et sur la forme des villes, les phénomènes Baïdek. Je vous renvoie à un article de Chégué et de Mansoutal qui avait déjà bien écrit sur le phénomène des Baïdek à Mour, qui montre ces questions-là. Vraiment des gens qui vont sur les limites de la ville, qui s'installent, qui attendent leur intégration dans la ville et qui créent d'autres difficultés pour nous, notamment pour les villes sénégalaises. Pour montrer aussi ces effets des limites administratives, surtout entre communes urbaines et communes rurales qui constituent des foyers de tension, de conflits, s'agissant du cas du Sénégal et d'autres.
Les annexions, donc je vais parler du cas de Touba, comment dans son développement Touba annexer les villages autour, les pompes, les intégrer dans son développement, pour ensuite s'appuyer sur ça comme des noyaux qui servent d'éléments de gouvernance de la ville religieuse avec ses chefs de village qui sont là, qui représentent le Hali dans l'organisation et la gouvernance de la ville. Nous avons aussi ces effets d'annexion quand on raisonne avec les grandes guerres du côté. C'est la région, on parle du Grand Dakar, le Grand Accra, le Grand Paris. Ça veut dire que les villes essaient aussi de mieux repenser leur lien avec les périphéries urbaines. Ne pas faire de telle sorte que la ville qu'on déconcentre, que la ville ne soit pas seulement cet élément de centralité, mais qu'on puisse imaginer des centralités dans les périphéries et imaginer des connexions entre les différentes périphéries. Et ça, on le voit dans le nom. C'est comme aussi le Grand Dakar. Hein. Quand on passe au Grand Dakar, c'est parce que Dakar, Thiès et Mbour, cet espace-là, qu'on essaie de voir comment interconnecter. La région parisienne, c'était pareil. Avant, pour aller d'une périphérie à une autre, il fallait passer par le centre de Paris pour aller vers les périphéries. Maintenant, ils sont en train de développer tout un système de terres qui vont relier les différentes périphéries pour contourner par Paris. On n'a plus besoin de passer par le centre pour aller vers les périphéries. Donc, c'est des choses qui se développent dans ces grandes aires métropolitaines qui influent aussi sur les formes pour mieux connecter, donner plus d'autonomie à ces périphéries. Et ça, les effets aussi sur la forme urbaine, sur le développement urbain, avec ces infrastructures qui se déploient dans ces espaces et qui reconfigurent les espaces métropolitains. Si on pense seulement le cas de Dakar, quand on délocalise l'aéroport, c'est que ça, comme effet aussi sur le développement de ces espaces, quand on met en place Diamniadio, quand on essaie de les connecter par des liaisons ferroviaires, qui vont aussi favoriser une dynamique d'urbanisation le long de ces axes. Donc tous ces éléments aussi influent sur la forme urbaine. Juste pour vous donner un cas de ces villes remparts pour illustrer le cas d'Avignon. On voit ici comment la ville s'insère déjà dans sa topographie. Là, nous avons le Rhône, et vous voyez un peu déjà cette symétrie, comme si le réseau, notamment ferroviaire, épouse une symétrie avec le Rhône de part et d'autre. Et quand on zoome à l'intérieur, on voit des effets des remparts. Et on voit qu'on avait déjà une première rempart qui était déjà là. Vous le voyez, cette forme circulaire qu'on a autour de Placère qui passe par là. C'était le premier rempart. Après, la ville s'est développée. Nous avons eu un deuxième rempart avec les murailles qui est là. Donc ça veut dire qu'il montre les phases d'extension de la ville. Premier rempart, ensuite la ville capable s'est développée. Donc on a un deuxième. Maintenant, les remparts qui sont toujours là, on a mis ensuite un boulevard qui sert de ceinture. Généralement, ce qu'on utilise autour des limites des remparts, en fait des boulevards, des axes avec le développement de l'automobile, pour en faire des éléments de dessert. Donc, comment une première ceinture, une deuxième ceinture, ensuite une troisième ceinture de part et d'autre, au-delà donc des liaisons autoroutières et ferroviaires de Madagascar qui montrent comment cette ville s'est développée autour de ce site-là, donc en annuel qui montre l'effet aussi de ces remparts, un noyau urbain assez resserré, assez dense, de manière continue, qui caractérise aussi ces villes moyenâgeuses, ces villes anciennes, dans un périmètre circonscrit, ceinturé, sécurisé, et qui, au fur de leur développement, maintenant vont se resserrer pour favoriser une autre forme de développement qui va au-delà, qui se livre aussi sur les différences en termes de morphologie et de structure. Maintenant, nous allons revenir sur les principaux types de macroformes. Les principaux types de macroformes.
dire donc le modèle en étoile, le modèle radioconcentrique, le modèle polycentrique et le modèle linéaire qui donne d'autres déclinaisons qui sont des éléments de forme pour caractériser souvent ces agglomérations, ces établissements humains, urbains, comme vous le dites. Et en sachant généralement aussi ces formes auxquelles on fait appel, ce sont des formes géométriques, c'est des formes parfaites, alors que la ville est loin d'être parfaite. Et c'est rare d'avoir une seule forme qui prédomine dans le développement de la ville, dans le temps selon ses évolutions. Souvent, on a une combinaison, une superposition de ces couches, ce qui fait que souvent c'est difficile dans la réalité de pouvoir lire la ville sur la base d'un seul modèle. Peut-être qu'on va avoir un modèle dominant, de dire que voici le modèle sur lequel la ville s'est structurée, organisée. Et avec le temps, on va voir que d'autres éléments vont venir s'incruster, s'accrocher pour expliquer le développement de la ville dans le temps. On va commencer par le modèle en étoile. Donc la macroforme en étoile, on en a deux. Une forme avec les grandes radiales et ensuite une forme polycentrique. Ça veut dire quand on parle de forme avec les grandes radiales, on pense à ce modèle-là. Ça veut dire ici on a un seul noyau à partir duquel maintenant la ville, le développement de la ville suit les axes, les radiales, les grands axes routiers ou ferroviaires à partir desquels la ville se développe. En étoile à partir des radiales. Alors quand il s'agit du modèle polycentrique, ça va s'accompagner avec le développement du noyau. On peut avoir un noyau principal, la grande ville, et autour on a des villes secondaires. Centralité principale, articulée à des centralités secondaires autour. Peut-être les centralités tertiaires, ça va être des villages, des petites villes autour, mais on a ces deux types de modèles qui peuvent servir d'éléments d'organisation de la macroforme de l'île quand on parle d'une forme en étoile avec ces deux-là, où on est dans une structure monocentrique et dans une structure polycentrique. On est sur les deux formes quand on raisonne en termes de radial. Pour la forme en étoile. Une structure monocentrique avec ses radiales, une structure polycentrique, une ville, un noyau principal avec des centralités secondaires qui est lié aussi à l'histoire urbaine, au développement de la ville, mais donc parfois même au système politique centralisé ou non, qui doit aussi expliquer ces formes de développement quand on parle de la forme en étoile. Donc, je vous donne ici quelques cas pour illustrer. C'est Lyon en France. Lyon, qui est vraiment une métropole carrefour, à partir duquel donc, la ville s'est développée là autour d'un axe nord, là vers l'est, vers Genève, un axe vers la Suisse, et nous avons là un axe vers le sud de la France et donc l'Italie qui en fait un carrefour à partir duquel les grandes liaisons autoroutières comme ferroviaires ont marqué la ville de Lyon et qui ont structuré le développement de Lyon au point que l'expertise même de Lyon, l'expertise de Lyon tourne autour des transports collectifs, des modèles de transport collectif. Donc, même quand on parle de la Codature, la grande organisation qui regroupe les pays francophones pour réfléchir sur la mobilité urbaine, la base même, c'est Lyon. Quand on parle même de l'influence même sur le terrain,
pour le BRT. La plupart des grandes entreprises qui interviennent du travail, souvent c'est des entreprises lyonnaises. Donc, sur ce plan, la ville a développé toute une expertise autour de la mobilité, autour de ces infrastructures de transport, une expertise maintenant qu'elle est en train de développer, de se positionner même dans la région française et au niveau international sur ce plan en termes d'expertise sur ce modèle. Je vous donne aussi un modèle pour le santé. Là, c'est Stockholm, là-bas. On voit que si on a ce noyau Stockholm au centre, on va voir que tout autour de Stockholm, nous avons des noyaux secondaires au sud, donc au nord et dans l'ouest, qui vont être des éléments et l'est, à partir desquels la ville va se structurer. On voit que le noyau de Stockholm n'est pas assez important, mais on est dans une logique de distribution autour d'autres noyaux, à partir desquels la ville prend forme dans une forme en étoile, mais de manière polycentrique, dans une société d'équilibre et non pas dans des systèmes assez centralisés comme dans les modèles français qu'on a en général. Nous avons aussi le modèle radio concentré. Et quand on parle de radio concentrique, c'est ça. On a une forme auréolaire. Circulaire, c'est le cercle. On a un premier cercle, qui peut être le noyau d'amidon. On a une deuxième corde, un deuxième cercle, où le diamètre s'agrandit. On peut avoir une troisième couronne. La vie va se développer par couronne. Première couronne, deuxième couronne, troisième couronne. Mais souvent, ce développement circulaire va se conjuguer avec un développement de radial. Les radiales, donc ces axes routiers qui vont être diffus, qui vont servir d'éléments de diffusion, qui vont connecter avec l'intérieur au niveau régional, au niveau national et parfois aussi au niveau international, selon l'histoire de la ville. Comment la manière dont les grands réseaux se développent. Au début, ça va être le groupe national, le groupe départemental. Après, l'autre va venir, quand vous voyez les développements, ils seront toujours en périphérie, loin des noyaux anciens, parce que ce n'est pas dans le projet initial qui vont venir ensuite servir d'éléments de diffusion à partir duquel maintenant la ville va s'organiser et se structurer. Donc c'est pourquoi on parle de radio concentrée, la combinaison de ce développement circulaire, mais aussi autour des radiales qui vont permettre d'organiser la ville. Si on est dans une ville qui n'a pas de contraintes topographiques, qui peut se développer dans toutes les directions nord, sud, est et ouest. Maintenant, si on a une forme concentrée, si on a un obstacle quelque part au nord, à l'est, au sud, peut-être là, il peut se développer mais sous forme de demi-cercle, où ça se développe, c'est comme le cas de Accra. Accra va se développer, la mer, sous forme concentrique, avec des arcs autour de ce modèle de concentrique. Là, qui nous donne une idée, par exemple, de l'île, quand on voit le noyau 1, ancien. Par exemple, là, c'était le premier noyau. On voit que lui-même, les radiales n'étaient pas assez présents. Donc, ça veut dire que c'était une structure ancienne. Ça veut dire qu'avant, après, il y a eu un travail d'aménagement. Il fallait libérer des tracés, il fallait élargir. Donc, on a du il faut tracer, il faut libérer pour donner une structure qui donne aussi la place au développement des grands axes. C'est comme le Paris Haussmann. Lorsque le préfet Haussmann est venu à Paris, il a complètement changé la ville de Paris. Sorti les grandes avenues, les aspects monumentaux, il a découpé, il a rasé, il a supprimé pour donner à Paris sa structure actuelle sur 20 ou 30 ans, où donc le
haussmanniens, les grands bleus, je le vois, il a vraiment développé toute la structure actuelle de Paris sur la base de ces travaux d'aménagement, parce que les anciennes villes, l'automobile n'avait pas ça. Place, c'était à l'échelle du piéton, ou bien à l'échelle du cheval, et peut-être après à l'échelle du tram, il fallait tenir compte de ces évolutions donc, qui donnent lieu à ces développements radio concentriques autour de noyau, qui peut être l'église, qui peut être la cathédrale, qui peut être la mosquée, dans les contextes de sociétés religieuses, qui peut être une place publique. Si on est dans des espaces où, donc, l'espace public comprend le forum, si c'est comme Athènes, une place importante, qui symbolise les éléments à partir desquels maintenant la ville va se développer de radio concentrique en toute forme. Maintenant, on peut avoir un modèle de développement polycentrique discontinu, avec de faibles polarités ou de fortes polarités. Là, c'est dû aussi à la présence de discontinuité. Et souvent, ce qui introduit les discontinuités, par exemple, dans le premier modèle polycentrique discontinu, à faible polarité, donc, modèle polycentrique à faible polarité. C'est le premier. On voit ici, on n'a pas une continuité urbaine. On n'a pas une continuité urbaine parce qu'on a ce qu'on appelle la présence des ceintures vertes. C'est dû aussi à Evelyn-Hauer qui est passé par là, avec le développement des ceintures vertes. Comment introduire la nature dans la ville. Et souvent, depuis Evelyn-Hauer, notamment les villes anglaises, vous allez voir que dans le développement, à un moment, on a arrêté le développement continu de la ville pour introduire des ceintures vers ce qu'ils appellent les green belts. Les ceintures vertes qui peuvent avoir un rayon de 15, 20 km pour éviter cette continuité, ce phénomène de diffusion. Et la ville va se développer au-delà de la ceinture verte. C'est comme si on prenait le cas de Dakar, vous avez la forêt de Bao. La forêt de Bao. Imaginez que cette forêt de Bao, on la considère comme la ceinture verte. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a pas un développement continu parce que nous avons la forêt de Bao. Imaginez qu'on étendait toute la forêt de Bao, de la petite côte à la grande côte, qui fait une ceinture, ce qui fait que Dakar ne se développe que de part et d'autre de la forêt classique de Bao. Donc ça rompt la continuité parce qu'on a une green belt qui est la forêt classique de Bao et l'habitat se développe de l'autre côté. Donc un principe d'introduire la nature, mais de préservation de la nature dans la ville pour éviter que la ville se développe de manière continue pour introduire ces trames vertes qui occupent aussi une place importante dans le développement de la ville. Mais dans ce noyau, ça veut dire qu'après les ceintures vertes, on n'a pas de centralité secondaire réellement affirmée, mais on a de petits noyaux tout autour. C'est pourquoi on parle de faible polarité périphérique. Ça veut dire que ça va être des périphéries très dépendantes du centre. Des périphéries très dépendantes du centre parce qu'elles n'ont pas un certain poids démographique, un certain niveau de services pour qu'elles puissent jouer le rôle de polarité périphérique. Donc c'est comme ce qu'on appelle les banlieues dortoirs à l'image de Pékin, à l'image de Guédiawaye, qui étaient fortement dépendantes de Dakar sur le plan de l'emploi, sur le plan des services et ainsi de suite. Alors quand on prend par exemple un cas comme Diamniadio, quand même, on va dire que là c'est une polarité périphérique parce qu'elle a son université, elle a son stade, elle a ses infrastructures pour avoir une certaine autonomie dans son fonctionnement qui n'a pas les autres. Donc, pour dire c'est une polarité périphérique. Un noyau avec une ceinture verte et de noyaux périphériques, mais qui n'ont pas un certain poids démographique, donc de petits noyaux autour.
comme on peut avoir le deuxième, mais avec des polarités périphériques. Et dans ce cas, on l'a souvent, lorsqu'on décide de créer des villes nouvelles. On décide de créer des villes nouvelles. On a une grande agglomération et on va décider de créer autour de 30 km. Dans un rayon de 30 km autour, on va créer des villes nouvelles. C'est le cas de Londres, par exemple. Vous avez décidé, autour de Londres, de créer de nombreuses villes nouvelles. Et c'est le cas de Paris aussi. On avait décidé de créer de nombreuses villes nouvelles, Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Valais, Évry, Corbeil-Essonnes. Donc tout un ensemble de villes nouvelles autour. Le Maroc aussi, ils vont essayer avec les Halles et Riyad, et ainsi de suite. Donc quand on décide maintenant, au lieu de favoriser le développement du moyen central, maintenant on décide de développer tout un ensemble de villes nouvelles autour, on va vers ces polarités périphériques. Parce que chaque ville nouvelle, quand même, aura une certaine assise, une certaine organisation, quoique dépendante un peu du centre, mais qui s'affirme quand même comme un noyau. Donc ce sont ces forces polarités périphériques qu'on a souvent avec le phénomène aussi des villes nouvelles qui sont des noirs. Des noyaux, donc, on l'a à Londres, on va donc à Paris, par exemple, dans ce cas-là, Moscou, Stuttgart, ainsi de suite. Donc, ces deux cas de figure. Et ça aussi, c'est des choix. C'est des choix politiques, c'est des logiques d'aménagement. Qu'est-ce qu'on peut développer autour? Par exemple, au Sénégal, c'est maintenant qu'on avait toujours l'idée. Par exemple, lorsqu'on crée en 1954 la ville nouvelle de Piquet. Piquet est une ville nouvelle. Lorsqu'on décidait de créer la ville nouvelle de Piquet, c'était à 14 km. C'était à 14 km. Mais Piquet, on n'avait pas pensé comme une polarité périphérique, mais simplement d'un point de vue résident. Il fallait nettoyer les bidonvilles de Dakar. Pour nettoyer ces bidonvilles, il fallait dégager et réinstaller. Donc, Piquet et Guédiawaye ont été pensés ici. Mais pas réellement en termes de polarité périphérique, parce qu'il fallait régler la question des bidonvilles, il fallait moderniser Dakar. Alors que lorsqu'on pense Diamniadio, c'est dans une logique de polarité périphérique. Comment on peut développer un pôle urbain dans ces périphéries en dotant maintenant d'infrastructures, toutes ces fonctions pour qu'elles puissent jouer, non pas à lieu de banlieue dortoir, mais comme un pôle d'emploi et un pôle de fourniture de services qui peut attirer, qui peut drainer, qui peut fonctionner, donc pour montrer derrière aussi ces formes que vous avez. Il y a des logiques d'aménagement, il y a des politiques urbaines, il y a des choix de politique qui les produisent. Et ne se développent pas de manière spontanée. Donc c'est des logiques d'aménagement, qui les sous-tendent, qui les portent. Là, je vous donne le cas de Londres, quand on regarde comment cette ville s'est développée. Donc, autour de Londres, vous allez voir que derrière, autour, vous avez toutes ces villes que vous avez. Vous avez Wembley, vous avez Twickenham, vous avez Southall, vous avez Highford. Donc, tout autour de Londres, vous avez ces grandes villes qui se développent. Avec en vert la ceinture verte. Vous avez vu, la ceinture verte, elle est là, de Londres. Tout ce que vous avez tout autour, nous avons la ceinture verte de Londres. Et ensuite, maintenant, le développement tout au-delà, donc avec la tête. Si vous allez sur Google Earth, vous zoomez, vous allez voir comment la ville s'est développée. Donc là, c'est une capture de Google Earth pour de voir ici, sur Google Earth, vous allez sur Londres, vous allez voir toutes les villes qui sont développées tout autour, après la ceinture, la grille verte. Donc, pour schématiser aussi de manière plus mathématique, plus compréhensible, ce schéma de développement, on peut le regarder sur ce modèle de développement
polycentrique avec un noyau central, et tout autour où nous avons d'autres noyaux urbains, qui peuvent être des villes nouvelles, qui peuvent être des petites villes consolidées, où on va décentraliser dans le développement, dans la frontière des services, au lieu d'être dans une logique de concentration pour marquer cette forme de développement polycentrique discontinu à faible polarité ou à forte polarité. À forte polarité, là, en schéma, la forte polarité dans le tout. Ensuite, nous avons le modèle linéaire. Dans ce modèle linéaire, on peut avoir trois types. Un effet de corridor, l'effet corridor, comme les corridors roux, qui va se développer le long d'un grand axe. Un effet corridor autour d'une route nationale, le long d'une grande voie ferroviaire, un effet corridor qui va se développer le long d'un axe. Parfois, elle peut être contrainte par la topographie. Quand on est dans une vallée, encaissée, entourée de part et d'autre, des reliefs montagneux, la ville va se développer le long de cet axe-là. On peut avoir aussi un double axe avec les villes nouvelles. Un axe de développement et aussi d'autres axes qui se développent, mais aussi une forme de développement circulaire autour lacs comme développement. Par exemple, d'arc, on peut avoir ces grands cas de figure qu'on retrouve dans les villes du sud, mais comme aussi dans les villes des nord, dans les villes américaines, mais également surtout pour les développements circulaires et double axe aussi, on peut les avoir aussi dans les villes de la culture germanique. Donc, on peut avoir ces différents cas de figure en termes de développement linéaire. Un effet de corridor ou un effet de doublure. Au lieu de s'appuyer sur un axe, la ville va s'appuyer sur deux axes structurants qui vont organiser son développement. Par exemple, Dakar, c'est comme si Dakar, c'est d'abord développé le long de la route nationale. Dakar, Yara, les Diamaguène, les Sicap Mbao, Rufisque, Bani, et ainsi de suite. Comme aussi, peut-être la Bélène est en train de construire un axe de développement. Où la ville s'appuie aussi de plus en plus la Bélène comme axe d'urbanisation, donc qui organise l'extension aussi le long de la grande route qui va continuer peut-être vers le lac jusqu'à Kayak, par exemple. Et là, je vous donne l'exemple de Casablanca, la capitale économique. C'est Rabat, la capitale politique. C'est Casa, qui est le cœur économique de l'empire chérif. Et quand on voit la ville se développer le long de la grande côte, on voit tout ce développement linéaire le long du littoral. Autour, les grands axes sont parallèles au littoral. Et donc la ville se développe le long du littoral, donc sur des kilomètres, qui est aussi une ville logistique avec son port, avec ses infrastructures routières qui constituent vraiment le nœud économique de l'empire chérif. C'est bien qu'on compare à Rabat, une ville très belle, très calme, avec sa doublure, par exemple, Sal, Rabat le pittoresque, et Salé qui renvoie à ces noyaux
ancien, vraiment de rustique, comme pour sauvage, qui montre donc cet effet de Corée. L'effet de corridor, si on prend le cas de Casablanca, c'est déroulé le long du littoral. Donc, sur un axe, donc, sud-ouest, nord-est, parallèle au littoral. Ça, je vous donne le cas de Saint-Louis. Quand on regarde aussi Saint-Louis, comment Saint-Louis se développe. D'abord, la langue de Saint-Louis, le noyau ancien, le nom de la langue de Barba. Barba, le pan de sable, de tête vulnérable. Le petit noyau historique qui est là, qui s'est développé là, très vulnérable, avec ces villages traditionnels, vraiment une bande qui s'est tirée. Et ensuite, maintenant, Saint-Louis, qui reste toujours dans ce développement sur l'axe nord-sud, parallèle à l'océan Atlantique, parallèle au fleuve Sénégal, donc dans cette zone embouchure très vulnérable, qui montre ce développement vraiment, qui est contraint aussi par la topographie, par le milieu, donc dans un étirement nord, sud, très vulnérable, avec depuis l'ouverture dans le Sowat, avec la pêche, tous les dégâts que ça crée avec les déplacements de la population. Avant que la ville commence à se développer de l'autre côté avec l'université Institut Galère qui va constituer un troisième axe donc, de développement de la ville, toujours dans un effet sur un axe nord-sud, dans le cadre de Saint-Louis. Là, pour montrer ce dédoublement avec les villes nouvelles, ça c'est le cas de Paris. Le cas de Paris, un modèle linéaire avec un dédoublement, un axe nord, un axe sud avec l'effet des villes nouvelles. Les effets des villes nouvelles, tels que préconisés par le schéma directeur et l'aménagement. Au nord, nous avons la ville de Cergy-Pontoise, nous avons l'aéroport Charles de Gaulle avec Saint-Denis, l'axe la banlieue rouge, Saint-Denis, Bobigny, et qui s'appuie sur Noisy-le Sec, Noisy-le Grand, un axe nord. L'axe sud aussi, nous avons la ville ouverte de Mantes-la-Jolie, la ville des couleurs. Si vous voulez chercher toutes les couleurs dans la région parisienne, il faut être Mantes-la-Jolie. Donc, les premiers migrants de la vallée du fleuve Sénégal, c'est le ville. Là-bas, vous n'allez pas être dépaysé. Vous allez voir des bandes de Tchaf, de Boko, de tout. Le nom de Mantes-la-Jolie. Vous avez TAP, vous avez l'axe sud de l'aéroport d'Orly, vous avez la ville nouvelle de Haye, et puis ensuite Moulin sur cet axe-là, donc qui étaient les axes à partir desquels la ville était organisée de ce qu'on pensait le schéma des villes. Alors qu'aujourd'hui, si je vous mettais la carte du Grand Paris, vous allez voir que c'est un autre schéma, c'est notre schéma au-delà, donc qui essaie d'organiser des liaisons périphériques autour de ce développement axial en s'appuyant sur les agglomérations existantes et sur les agglomérations à créer en tant que nouvelle par exemple. Là, je vous donne le modèle de développement circulaire. Là, c'est le cas d'Alger, qui est vraiment contrainte par la paix. Et la forme de la ville épouse la forme de la paix. Et Alger qui s'est développé sur une paix. Donc, cette forme, c'est comme Cap. C'est comme Cap en Afrique du continent vert. Cap en Afrique du Sud qui s'est développé sous cette forme. Sous la forme d'un axe circulaire, où tout est structuré autour de ça. Donc, Alger, par exemple, vous avez Alger qui montre ce développement.
C'est comme si je vous montrais aussi Genève. Même Genève, vous avez le lac Léman. Le lac Léman qui est là. Et la ville s'est développée tout autour du lac Léman. Parfois même dans un contexte aussi frontalier avec la France. Donc, à un moment, ils ont préféré préserver les espaces agricoles et redéployer le développement de Genève dans la partie française, moins cher et plus accessible pour conserver le ceinture vert où nous avons l'aéroport. Ça aussi, c'est un choix politique. Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'espace pour pouvoir tout urbaniser. Mais ils ont peu d'espace, mais ils ont décidé de préserver les espaces agricoles et de reporter le développement sur la partie française autour de Annemasse, Saint-Gilles, Pouilly, ainsi de suite, qui montrent aussi d'autres choix donc, en matière d'aménagement. Maintenant, le modèle réticulaire polycentrique avec un effet de nappe, mais un effet de galactique quand on passe aux astres. Quand on passe aux astres, la nappe ou un effet galactique. Donc ça veut dire que quand on parle en termes de nappe, ça veut dire que là, on n'a pas de polarité assez affirmée. On n'a pas de polarité assez affirmée dans cette nappe-là pour constituer des pôles, donc en nappe plus ou moins dense, avec ces différents noyaux connectés. On a ces trames-là, avec pas de véritable, pas un effet donc polycentrique marqué, avec des discontinuités, avec une certaine faible densité qu'on voit surtout dans les villes américaines avec l'effet de développement des secondes, où on a un développement de nappe urbaine qui se développe ici. Alors parfois aussi on va avoir des noyaux forts assez affirmés, ils sont connectés, l'agglomération s'appuie sur le développement de nombreuses villes qui étaient déjà là et qui se constituent, ce qui fait qu'on a un réseau donc urbain avec des noyaux à l'échelle de l'agglomération, avec de fortes identités dans cette terre métropolitaine. C'est comme si Dakar, qui est beau, devenait d'un seul coup ce modèle réticulaire polycentrique. Dakar est là, Mbour est là, qui s'affirme. Thiès est là, qui s'affirme. Peut-être autour de l'aéroport, on aura peut-être un pôle qui va aussi s'affirmer dans le temps, pour qu'on ait dans ce modèle galactique avec un temps noir et urbain quand même assez fort qui nous marque cette différence. Parce que sinon, si on laisse Dakar se développer sans ce schéma polycentrique, peut-être que Diamniadio sera intégré dedans, Sébikotane sera intégré dedans, Pout sera intégré, Thiès sera intégré, mais sans qu'il soit des centres assez affirmés. Là, on sera dans une nappe urbaine diffuse. La nappe urbaine diffuse pour cette polycentralité n'est pas assez marquée. Et là, je vous donne l'exemple de Détroit aux États-Unis. Donc, Détroit aux États-Unis. Où la ville s'est développée. C'est les villes américaines, c'est des villes coloniales. On verra comment elle s'est développée autour de la trame, avec Hans, Rock ici, Cross Point Park, Détroit là, mais sans connaître le véritable noyau. Rad Roach, on a Pierre-Bord ici. Mais vous voyez qu'on n'est pas dans une forte densité du tissu urbain. Là, on voit qu'entre les différents noyaux, on a plutôt un habitat de type pavillonnaire qui s'est développé avec les trames vertes, avec ce modèle d'habitat qui fait que donc on n'est pas des ensembles assez denses
dans une trame assez diffuse autour de cet événement noyau donc, qui caractérise notamment la plupart des villes de l'américaine, comme Détroit, comme Los Angeles et d'autres. Donc, pour vous montrer, c'était un modèle réticulaire polycentrique, mais avec la présence de noyaux urbains pas très denses pour marquer la structure métropolitaine. Alors, quand on regarde dans le cadre du modèle allemand, la route, là, on voit qu'on est dans des noyaux urbains assez forts. Quand on regarde ici, autour de la route, vous avez Dortmund ici, vous avez Würzburg qui est là, vous avez Bochum qui est là, vous avez Essen qui est là, vous avez Gelsenkirchen qui est là, vous avez Gladbeck qui est là, vous avez Bottrap, donc vous avez Recklinghausen. Donc vous avez tout un ensemble de noyaux autour, donc qui fait qu'on est dans un modèle polycentrique ici dans le cadre de Dortmund, dans la route allemande, autour de différents noyaux qui sont assez marqués avec des identités urbaines assez fortes. Donc et ça, c'est la culture fédérale, le modèle fédéral décentralisé allemand qui sait que aussi on a ces noyaux assez marqués dans le paysage, différents noyaux qui forment cet ensemble entre eux. On voit même qu'on n'est pas dans une continuité urbaine. On a la présence de trame verte qui les isole et qui les inscrit dans un ensemble. Donc, je dis que les différentes manières d'appréhender les formes urbaines du point de vue de la macroforme, que ce soit de manière rétique, étoilée, dans une forme linéaire, polycentrique ou autre, c'est des grilles de lecture ou d'analyse de la forme urbaine dans son ensemble. Maintenant, ça demande un travail d'observation, d'analyse des images, des paysages, pour savoir une vue vraiment globale, un regard pour pouvoir appréhender ces éléments. Maintenant, nous allons parler on va changer d'échelle. On va zoomer à l'échelle de la macroforme. Maintenant, on va zoomer donc à l'échelle de l'urbain pour regarder les plans des villes et regarder les émotions. Des plans. Si vous avez des questions, si n'hésitez pas. Donc ça veut dire que pour ce cours de morphologie, vous n'aurez pas beaucoup de choses à noter. La morphologie, c'est le travail d'observe. C'est l'œil qu'il faut travailler. C'est l'œil qu'il faut exercer. Le travail d'observation, description, interprétation pour pouvoir utiliser le vocabulaire juste. Le vocabulaire juste qui permet de caractériser donc d'analyser. C'est un travail d'observation, un travail d'analyse, mais également de modèle, parfois même jusqu'à la modélisation. Maintenant, on va venir sur le plan de la ville. Et on va voir que les caractéristiques ne vont pas être assez différentes des différents modèles qu'on a. C'est seulement un changement d'échelle. Un changement d'échelle, je veux dire, regarder. Donc, avec quelques spécificités, quelques éléments d'organisation. Le plan, qui désigne la structure globale de l'agglomération de la ville, mais qui est aussi l'expression d'un schéma d'organisation. Dans tous les documents de planification, vous allez voir qu'il y a une partie écrite, mais aussi une partie graphique. Donc, ça fait qu'on va écrire des textes pour dire les principes d'organisation, les schémas,
les parties pris, comment on pense l'organisation, mais toujours il faut le matérialiser sur un plan. Donc c'est toujours, il y a cette partie, le plan comme partie écrite, qui donne des grandes lignes directrices, mais ces lignes directrices aussi sont matérialisées par un plan, par un schéma qui est l'expression graphique de ce qu'on a conceptualisé, de ce qu'on a imaginé, ce qu'on a pensé à un moment, il faut le traduire de manière graphique. Donc ça veut dire le plan, il y a cette expression graphique, mais aussi il y a cette idée de structure et d'organisation de la ville dans son ensemble. Et quand on parle de plan, il y a planification derrière. Donc ça, il y a l'idée de volonté, il y a l'idée de volonté d'organiser, une volonté de structurer, une volonté d'encadrer pour donner des lignes directes. Donc derrière, il y a l'idée de la planification urbaine qui est derrière. Donc le plan pour montrer votre vision, votre orientation. Comme aussi les plans de développement économique, le plan Sénégal des mers. Le projet, c'est des plans de vision, mais qui ont aussi d'autres déclinaisons, par exemple dans le champ urbain. Par exemple, c'est intéressant de voir quelle est la place de l'urbain dans le projet de Sonko et Diomaye. Comment ils pensent la ville sénégalaise? Quelle est la place de la ville sénégalaise dans le projet? Comment ils perçoivent? Quelles orientations qu'ils donnent? On voit que déjà il y a des éléments qui parfois ne sont pas pris en compte, comme les questions migratoires, les questions de la migration par exemple. Donc le plan, il y a cette idée de volonté d'organiser, d'encadrer, de structurer. Et quand on pense à l'idée de plan aussi, il y a l'idée de structure, l'idée d'organisation. Le plan aussi renvoie toujours à une dimension graphique, parce que aussi c'est un dessin, mais aussi c'est un dessin. Dessin, D-E-S-I-E-N. C'est un dessin, mais aussi c'est un dessin. Les deux dessins. Donc, pour ceux qui connaissent les deux dessins, comme visée, comme prospective, mais aussi comme résultat graphique. Les deux dessins. Et en tant qu'élément de structure globale de l'agglomération, le plan aussi, souvent, rapport un peu au maillage. On peut parler du maillage, parce que le plan va donner des mailles. Les mailles vont organiser la ville. Et donc, on a un maillage général et un maillage de détail. Mais le plan renvoie plutôt au maillage général de la ville. Le maillage général de la ville. On donne des grandes orientations du plan et on donne des esquisses en termes de développement de la ville dans son ensemble. Donc, ça veut dire que quand on parle de plan de la ville ou de maillage général, il y a toujours des idées de plan. Alors quand on parle de détail, là on est au niveau du parcellaire, au niveau des silos, là on est à l'échelle du corps micro au champ d'échelle quand on analyse ces éléments-là, donc le plan qui organise la ville dans son développement, dans son évolution. Maintenant, ce plan, ou ce maillage général de la ville, c'est le support du tissu urbain. C'est le support structurel du tissu urbain, parce que c'est le plan qui va définir la structure urbaine. Donc, ce dessin, comment on va le matérialiser sur la ville. Si on décide d'intervenir et d'agir. Mais le plan aussi, un bon plan, ne peut pas faire abstraction du site, du milieu. Donc, il est aussi marqué par la topographie, il est aussi marqué par la géographie. Parce qu'il doit tenir compte des caractéristiques du site. Donc, un plan qui ne tient pas compte des caractéristiques du site, ce n'est pas un bon
on a raté l'année, on a raté l'aménagement de 20 000 balles. Donc, il doit tenir compte des données topo, des données topographiques. Il ne tient pas compte des données du site, le sol d'abord, quel est le sol sur lequel je vais aménager l'espace de bain. Est-ce qu'on sur le job, ou le bassin filtré, est-ce qu'on sur le techniquement le calcaire pour on aura des ruissellement. Donc tous ces éléments vont jouer. Donc est-ce qu'on a ici une roche volcanique qui peut être une ressource pour construire la ville, mais aussi il y a ces éléments. Donc le site est un élément important aussi. Et le plan aussi, le plan a une stable, c'est l'élément le plus stable de la forme urbaine. Il a une stable. À partir du moment où on dégage la structure, je vous ai dit la dernière fois, le parcellaire est gauchant. À l'intérieur du parcellaire, on peut toujours avoir des ajustements, on peut avoir des jonctions, des séparations. Le bâti aussi va changer. Le bâti va changer. On peut être vertical, aller à l'horizon, l'horizontal inversement, va changer. Mais la structure générale de la ville, elle ne change pas du jour au lendemain. Elle peut être élargie, on peut donner des orientations, on peut créer des percées, mais la structure généralement, elle est assez stable quand on regarde sur le temps long, sur le temps. Donc c'est l'élément possible le plus stable de la forme urbaine. Et ça permet de lire la densité, parce que c'est le plan qui le prévoit. Quel est le coefficient d'occupation du sol? Quel est le coefficient d'emprise au sol? Ici, qu'est-ce qu'on autorise? Qu'est-ce qu'on autorise? Qu'est-ce qu'on n'autorise pas? Ici, on privilégie l'habitat en hauteur. Ici, on favorise l'habitat pavillon. Ici, peut-être des emprises, des équipements. Tout ça, donc, ça joue sur la densité de la ville. C'est aussi l'articulation des pleins et des vides. Ici, on va créer un parc. Ici, on va créer des espaces verts. Ici, on va aménager des espaces publics. On décide que ces éléments-là vont être les éléments structurants à partir desquels on crée la ville. C'est comme Central Park aux États-Unis, à New York. New York a son Central Park, un grand vide qui constitue l'Iran. On ne peut pas aller à New York sans aller visiter le Central Park. C'est comme si on n'a pas fait New York. On est obligé d'aller voir cette trame urbaine, cette trame verte, qui est le cœur de la ville, donc qui marque New York, donc le Central Park, qui montre l'articulation des pleins et des vides, même si donc, on est dans des villes assez bétonnées, passées la ville des glaciers, mais qui ont quand même le pari d'avoir ce vide autour donc, de cette grande métropole mondiale. Donc, l'articulation des pleins et des vides, le bâti et les espaces publics, la largeur des voies, quelle largeur on va s'imposer, c'est pour favoriser l'automobile, pour contraindre l'automobile, pour favoriser le développement des transports collectifs ou non. Tout ça aussi, c'est des choix. Des choix par rapport à ces éléments-là, la relation entre l'espace public, entre le trottoir et les maisons. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse la place pour les piétons? Est-ce qu'on laisse la place pour les cyclistes qui veulent faire du vélo, pour faire du trottinette? Donc tout ça, ça aussi joue sur ces rapports entre espace bâti et espace public. Et la position aussi de ces bâtis dans l'espace. Est-ce qu'on va jouer sur la topographie? Un effet d'escalier? Est-ce qu'on va respecter ces contraintes? Tous ces éléments aussi vont dépendre. Les secteurs qu'on va découvrir. Est-ce qu'on va mixer ou est-ce qu'on va séparer? Est-ce qu'on va séparer les secteurs résidentiels, économiques, commercial, récréatif, ainsi de suite? Comment on va les organiser? De manière sectorielle, c'est pas. Est-ce qu'on va jouer sur l'ubiquité, sur la proximité? Donc, tous ces éléments-là aussi. Qu'est-ce qu'on a besoin au-delà de ça des éléments symboliques? Est-ce qu'on a besoin aussi de ces éléments de mouvement? Qu'est-ce qui doit aussi caractériser ces villes d'un point de vue symbolique?
du pôle. Avec le projet. Voilà. Donc là, c'est je pense que votre propre aménagement du territoire est plus la peine de répondre, mais ça fait que c'est toujours dans la logique de pôle qui est aussi qui était aussi depuis marqué depuis les années, depuis le plan national d'aménagement du territoire de 80 sous Diouf, plan national d'aménagement du territoire des années 90, les métropoles, les pôles, on est toujours dans ça. Peut-être avec la territoire, on en pense à des pôles régionaux, basés sur les systèmes économiques géographiques. Eux, ils ont augmenté. Ça, c'est des autres. C'est des options, mais il n'y a pas de nouveau. On est toujours dans le même schéma. On est même dans le même schéma de développement. Maintenant, l'architecture aussi de la ville va dépendre de ça aussi. Dans cette zone, quand on définit des normes pour construire, quand on définit des normes en bord, quand on décide par exemple même de demander à des architectes de faire une composition urbaine, et demander aux gens de respecter cette composition. On a défini généralement l'architecture de la ville. Donc les gens doivent venir respecter ça. Donc s'il y a ce travail-là. Maintenant, on a différents types de plans qu'on peut mettre, là je schématise, qu'on peut donner un peu de manière régulière, volontaire, irrégulière, organique ou spontanée, ce qu'on veut. Mais entre ces deux types aussi, on a des situations internes, on a des situations intermédiaires. Donc souvent, ça veut dire que ce n'est pas régulier ou c'est irrégulier. On peut avoir de régulier, irrégulier en même temps et avoir l'entre-deux. Ce n'est jamais aussi tranché. Ce n'est jamais aussi tranché parce qu'une ville, à un moment, elle échappe. À un moment, elle échappe à la royauté, elle échappe aux politiques, elle échappe aux gestionnaires. Donc, ce qui fait qu'on a toujours, plus on cumule pour dire que cette ville-là, elle est totalement régulière et le résultat d'une volonté d'aménage, du début jusqu'à la fin. Comme tel but aussi, elle s'est développée de manière irrégulière, ça aussi, ça n'existe pas. Donc, vous dites que c'est plus les situations intermédiaires qui existent. Mais peut-être là, c'est pour vous donner un référentiel par rapport à des situations pour observer, analyser. Par rapport à la régularité, ce qui ne l'est pas, comment elle prend forme, c'est quoi l'irrégulier, c'est quoi l'organique, c'est quoi le spontané, qui peut aussi produire des formes urbaines. Quelle que soit la forme, elle va produire des formes urbaines. Des formes urbaines désirées, non, mais avec leur qualité, mais également avec leur défaut. Chaque forme aussi a ses qualités, mais également elle a ses défauts. Donc, ces éléments-là, quand on va parler de ce maillage des plans de la ville dans l'ensemble. Maintenant, on va donc revenir sur le plan régulier et volontaire. Plan régulier volontaire. Oui. Proposition. Après, on va réussir. Après, on va voir les quatre pouvoirs. Donc, quand on parle de plan régulier ou volontaire, comme je dis, régulier, il y a une idée de volonté. Il faut qu'il y ait derrière une volonté pour définir des règles, dégager des normes, par exemple des normes d'urbanisme, des normes d'emprise, des distances entre les constructions et les voies et les voiries, la hauteur du bâti,
et les gabarits. Donc, tous ces éléments-là aussi, il faut l'avoir à l'esprit quand on parle du plan régulier et régulier. Et donc, c'est une création politique parce que derrière, il y a une autorité. Il y a une autorité qui est là. Ça peut être même une autorité royale, ça peut être une autorité monarchique, un monarque, ça peut être une autorité religieuse, mais également une autorité politique. Donc il y a la question de l'autorité. Quelle autorité pour élaborer ce plan, mais aussi faire respecter les orientations de ce plan. Et un plan aussi, il répond à des objectifs économiques, des objectifs politiques, parfois des objectifs idéologiques, ou les trois à la fois. Ça peut être une dimension, comme aussi ça répond aux trois. Généralement, c'est rare même d'avoir, peut-être pour les voir, des choses comme ça. C'est un objectif idéologique ou symbolique. Mais généralement, on a ces différentes logiques. Une logique économique, parce que quand on planifie, la planification est là un coût. Quand on définit d'élaborer le plan, on va aussi gérer les coûts. Quel est le plan le moins coûteux? Quand on a une topographie quand même assez contraignante, quand on dresse le réseau d'assainissement, on ne va pas le mettre en travers, sinon ça va augmenter les coûts d'aménagement. On va essayer de tenir compte de ces réalités. S'il y a une pente, on profite de la pente pour qu'il y ait l'écoulement des eaux usées est plus viable. Quand on découpe le parcellaire, quand on décide d'aménager pour faire la densité, ou bien quand on décide d'aménager de manière lâche avec un parcellaire plus aéré, là aussi c'est des logiques économiques, parce qu'il faut plus de réseaux, il faut plus de voiries, il faut plus de services à un coût. Quand on décide de concentrer, peut-être on cherche aussi à optimiser. Donc toujours aussi il y a des logiques économiques derrière. On veut aussi promouvoir le développement économique. Par exemple, on va créer une zone économique spéciale pour attirer les entreprises qui viennent de l'étranger. On veut développer le numérique. On va réaliser un parc des technologies numériques. Mais on veut développer le commerce. On va créer un marché d'intérêt national. Donc, il y a une logique de développement économique. Parce qu'un plan aussi, ça doit soutenir une stratégie de développement. N'importe quelle stratégie, elle n'est pas aérienne, elle est spatiale. Le projet, il se matérialise dans l'espace. Le PSE, il se matérialise dans l'espace. En un moment aussi, il doit se matérialiser sur l'espace. Donc, s'il s'agit d'une ville, c'est le plan qui doit le refléter. Donc, c'est le plan qui le reflète, il doit se traduire dans l'espace. Donc, cette volonté d'économie, cette stratégie d'économie qu'il y a derrière, elle doit être, ça doit se refléter dans la planification du fait. Des objectifs aussi politiques, défense, il y avait des moments qu'on est dans des logiques de défense, peut-être qu'on est moins dans ça, mais avant il y avait aussi une sécuritaire, quand on met des remparts, quand on choisit un site difficile d'accès sur une ligne de crête dans les hauteurs, il y a aussi ces choix sécuritaires aussi qui peuvent être mis en jeu. Mais aussi, parfois, on peut aussi mettre en scène le pouvoir. Quand on décide que le palais sera au cœur de la ville et que tout va s'organiser autour du palais, ou bien tout va s'organiser comme à Yamoussoukro autour de la cathédrale que vous faites voyer, qui est même parfois plus belle que la cathédrale de Rome, la basilique, qui a décidé que Yamoussoukro va être organisé autour de la basilique qui est l'élément à partir duquel Yamoussoukro se développe sur un axe. Donc, pour choix politique, ça, c'est le pouvoir vous faites voir. Dans mon terroir natal, je vais créer une ville nouvelle. Dans cette ville nouvelle, je vais choisir un élément qui va être central, la basilique. La basilique pour faire un train de à Rome. Une grande basilique de cette dimension.
L'idéologie aussi, ça dépend de la conception qu'on a de l'urbain ou de l'urbain ou de l'urbanité. Est-ce que moi, je suis dans une ville d'apartheid? On voit ce que l'apartheid a produit. Séparer les blancs et les noirs. Les noirs qui n'ont pas droit à la vie, on les met dans les townships. On les met dans les townships. Dans Southwest Township, Soweto, à Kaye et Litia. Donc on les met dans les townships, loin de la ville, avec des règles contraignantes sur le fer ou la mobile. Donc ça, c'est l'idéologie de l'apartheid basée sur la séparation. Ça peut aussi être l'idéologie économique, libérale, comptée sur la compétitivité et l'accès, selon les critères de revenu. On peut aussi le faire sur la base de l'idéologie socialiste. C'est les villes communistes, tout le monde est égal. Donc, toute la chose est collective. On organise la ville sur la base de l'idéologie communale, socialiste. Et là aussi, on le voit dans les plans des villes soviétiques qui fonctionnaient sur la base de ça. Donc, l'idéologie aussi va jouer un rôle. Donc, la concept qu'on a, l'urbain. Et l'urbanité. Comment on va créer, si on veut qu'il y ait plus grande urbanité quand on regarde les villes, notamment du Moyen-Âge de la Renaissance, vous allez voir que les villes vont être organisées autour de la fonction marché, autour du marché, parce qu'on veut qu'il y ait des transactions sociales, qu'il y ait une vie, qu'il y ait de l'animation. On va créer des places de lieux de rencontre, des échanges. Quand on veut que les villes sans contact, on va supprimer la rue, on va créer des grandes avenues, des autoroutes. Je sors de ma maison, je prends ma voiture, je m'en vais. Je n'ai pas besoin de visa, vis-à-vis. Donc, on est dans toute logique. Donc, quand on veut que les gens, cette urbanité fonctionne, on va les rapprocher, on va les mettre en prêt, en face à face, en vis-à-vis. Là, ils vont échanger parce qu'ils partagent des espaces. Donc, pour voir comment cette technologie aussi va jouer dans l'organisation de la ville. Il y a des gens aussi symboliques. Lorsque Macky a créé Diamniadio, ce qui l'intéressait, c'était de montrer que le plan Sénégal émergent marche. C'est ça sa préoccupation. Montrer un symbole de l'élève. Tout ce qui doute du PSE, il dit regardez Diamniadio. Donc le PSE marche. On est en train de transformer, de changer. Donc une dimension symbolique. On associe la politique publique à un élément pour montrer cette dimension symbolique, pour dire que voici donc le symbole de cette politique. Donc, pour la dimension symbolique attachée à la politique, attachée aussi au monde d'interne. Wade, lorsqu'il est venu lui en tant qu'africaniste, qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce que Wade a créé Dakar? Le mouvement de la Renaissance. Le musée des civilisations. Parce que lui, c'est un africaniste. Donc lui, il était dans ça, dans cette symbolique, dans cette africanité pour marquer ces cultures. Et toute son intervention est axée sur, malheureusement, c'est cette merveille qu'il n'a pas réussi à réaliser, mais on voit que cette dimension culturelle, cette dimension patrimoniale, cette renaissance africaine, ces valeurs. Lui, dans la ville de Dakar, c'était ces dimensions symboliques. Avec toutes ces places que vous avez ici, non loin de la côte, qu'est-ce que vous avez sur le Doussera? Qu'est-ce que vous avez sur le Doussera ici à côté? Juste, quel autre symbole qu'on a? Les portes du millénaire. Vous avez Monument de Renaissance, vous avez les portes du millénaire, vous avez le musée des civilisations, vous avez le grand théâtre. Ça donne une idée déjà de lui, ce qui est même en pur libéral, on se demande est-ce que le gars il était aussi un libéral même. Parce que tout ce qu'il a posé comme acte sur certains éléments, c'est comme si derrière, Senghor était là derrière pour lui susurrer des choses à l'oreille. C'est comme si, pour dire que derrière, entre voir que Senghor, même si c'était des opposants, il y avait une complicité, il partageait un fond
comment, peut-être depuis le congrès de Paris des Nègres, le congrès des intellectuels africains de la Sorbonne. Donc, vous voyez cette dimension symbolique, parce que sans le symbole aussi, la Bible n'a pas de sens. Parce que ce sont ces symboles-là qui donnent à la Bible une identité, qui lui donnent des marques, qui marquent aussi sa spécificité. Parce que celui qui vient à Dakar, qu'est-ce qu'il va voir? Le touriste qui vient aujourd'hui à Dakar, qu'est-ce qu'il va regarder? Le nouveau régime a détruit le marché Sandaga, qui faisait le charme de Sandaga. Dans le plateau, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? À part certains bâtiments coloniaux qui renvoient à ce bâtiment, la chambre de commerce, la gouvernance, le marché Kerr, mais tout le reste, maintenant, c'est ce que Wade allait laisser. Allez voir là-bas, ce sont ces éléments-là. Peut-être que vous pouvez regarder certains quartiers comme les SICAP et autres qui montrent comment cette dimension symbolique occupe une place importante. Le rapport au site aussi. Parfois, de manière volontaire, le projet peut priver sur le site. Il y a des princes qui rêvent de voir moi, c'est ça que je veux. Le reste, je m'en fous. Ma volonté, qu'elle se réalise. Même s'il faut déplacer des montagnes, vous allez vous débrouiller par le son. D'autres cherchent par contre à allier les deux dans les villes, comme une ville de Siena en Italie. Quand vous allez dans cette ville-là, vous êtes impressionné. Une ville qui est vraiment sur des falaises abruptes dans un espace contraignant, autour de 3 ou 4 collines comme propre. Et vous voyez comment, dans cet espace géographique contraignant, ils ont pu créer une ville et créer les premières banques même de l'histoire de l'humanité. Une économie dans un espace géographique en gardant toujours cet espace rural avec les paysages agricoles les plus beaux au monde. Les paysages agricoles les plus beaux au monde dans cette région Toscane qu'on retrouve. L'organisation de l'espace aussi, quand on parle de plan, le plan rationnel, quelles sont les théories qu'il y a derrière les finalités, ça, vous voyez ça l'année prochaine. Donc, mais ça aussi, c'est des choix. La volonté de respecter une hiérarchie. Quand on prend le principe de l'inégalité sociale entre les différents groupes, et on va marquer ça dans l'espace urbain, de manière verticale, de manière horizontale, comme dit Athènes, basé sur le principe de l'égalité. Rome et autres entre les différentes catégories, et ça aussi. Selon l'ordre dans lequel on va jouer sur les différents groupes, par exemple, on connaît les immeubles bourgeois, comment il est organisé d'un point de vue vertical, par exemple, la hiérarchie, l'ordre social qu'on va jouer. Ici, l'espace réservé aux militaires en charge de défense. Là, l'espace réservé à certaines catégories ouvrières et autres qui vont artisans qui vont travailler. Là, l'espace réservé à la classe politique. Là-bas, l'espace réservé donc à la royauté, ainsi de suite. Donc il y a une norme. Et il y a des gens, par exemple dans la Rome antique, eux, c'était tellement légitime que même les pauvres n'allaient pas en guerre. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. À Rome, c'est les riches qui conduisaient l'armée, qui conduisaient la bataille. Parce qu'eux disent qu'eux, ils sont riches parce qu'ils vont défendre leurs intérêts. Ils savent ce qu'ils ont investi à Rome. C'est eux qui ont les icônes, c'est eux qui ont le patrimoine, c'est eux qui ont la richesse. Donc c'est eux qui doivent d'abord défendre l'empire. Les pauvres là, les gens vont les corrompre et ils vont appliquer. Donc c'est ça le fond. Les pauvres ne passent pas à la guerre. C'est les riches d'abord qui vont financer la guerre, qui vont amener de l'argent. Donc on va pomper les autres pour les taxer, on va construire des guerres, maintenant ils y vont.
quand ils gagnent, chacun va récupérer sa mise parce qu'on va dépouiller l'ennemi. On va prendre sa richesse, tout, on va partager. Donc la question de l'homme, qu'elle soit politique, donc dans la République romaine, par exemple, qu'elle soit religieuse, tout va aller un exemple dans une ordre religieuse là-bas. Donc on n'a pas besoin de regarder ailleurs, on regarde chez nous. Tout va par exemple. Quelque part, c'est le plan aussi à la gloire du décideur, Stalingrad, Leningrad. Pour parler aussi de ces villes soviétiques, Stalingrad, Leningrad, pour dire comment aussi on avait associé ces villes à ce régime commun, que tout le monde, que les gens ont commis maintenant, mais qui renvoie à cette unité, au charisme de ces gens-là, à leur gloire, à leur puissance, comme l'Égypte de Pharaon. Oui, parce que chaque des grands pharaons égyptiens, ils ont créé le capital, ils ont donc le temple. Maintenant, quel est l'avantage d'un plan? C'est d'abord la rigueur. Un plan, il est rigoureux parce qu'il trace, il matérialise. Et on doit se conformer à l'ordre qui est établi. Donc, il y a cette idée de rigueur. Il y a aussi l'idée rationalité. On va rationaliser l'occupation de l'espace, l'organisation. Il y a derrière l'idée de rationalité qui est importante pour organiser la ville, pour donner une forme. On va aussi choisir une forme. On va définir la forme. Qui va être la forme de la ville? Quelle chose on va faire en termes de forme urbaine, en termes de composition? Si c'est la Renaissance italienne, si c'est la perspective, ainsi de suite. Donc, on va jouer sur ces éléments. Le plan va refléter mon ordre social, une hiérarchie des principes communs en fonction de la société, de ce que la société, les valeurs de la société du monde. La ville sénégalaise au temps de Senghor, ça va pas être la même au temps de Diouf, peut-être qu'il n'a pas trouvé la résidence de Lepage, mais au temps peut-être de voir le Maki, on va voir les effets sur la structure de Lepage et peut-être les autres. Les inconvénients aussi, parfois le symbolique peut prendre le pas sur la réalité. Le rapport au milieu, ça peut être contraint quand on pense aux dimensions symboliques en laissant de côté les pratiques sociales, la réalité sociale, la manière de vivre des gens, de pratique. Et ça est toujours la difficulté de nos villes sénégalaises. Un aménagement qui soit en accord avec des pratiques, avec des principes de la majorité. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga.